On va pas faire une conférence, on n'a pas de slide. Non, on n'a pas de slide. On voulait mettre des photos de nous en vacances, à New York, à Montréal, au Japon. On s'est dit que ça allait faire un peu kitsch, donc on l'a pas fait. On voulait, le premier, on voulait. On n'a pas trouvé les bonnes photos. Ça faisait un peu dossier, les photos qu'on avait. Donc ce qu'on vous propose là sur 45 minutes, c'est qu'on fasse une interview. On va se présenter, moi je vais me présenter, Laetitia elle va me présenter, comme ça vous saurez qui vous avez sur le plateau. C'est pour ça qu'on se les fait un peu à la mode, voilà, je prends un café, alors on ne peut pas être à la même table, on n'a pas le droit. On prend un café tous les deux, on discute de la vie et de chacun ce qui nous anime. Avant de faire ça, Laetitia, c'est sa première conf dans ce contexte-là et dans cette configuration-là, donc elle a un peu besoin de vous connaître. Et moi aussi, on va dire, j'ai aussi un petit peu besoin de vous connaître. Donc je voudrais vous poser une question, n'hésitez pas à répondre à haute voix, avec le masque mais à haute voix. Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi comme métier? Docteur. Astronaute. Astronaute. Astrophysicienne, ok. Coiffeuse. Journaliste sportive. Prof de maths. Menuisier, génial. Pilote. Vétérinaire. Ah, je suis déçu, un peu pompier. Pas de déception, mais moi non plus, je ne voulais pas faire pompier quand j'étais petite. Ah, tu voulais faire quoi, toi? Je voulais faire hôtesse de l'air. C'est différent. Ah, on aurait pu se connaître, je voulais faire pilote d'avion. Et puis finalement, après, j'ai voulu faire magistrat. Ah ouais? Et puis finalement, la vie m'a amené chez les pompiers. Ok, allez. Bon, ben génial. On se connaît un peu plus, comme ça on vous connaît un petit peu plus. Moi, je vais présenter Laetitia. Laetitia, elle est pompier. On se connaît depuis très très longtemps, plus de 30 ans. On s'est connus sur des tapis de judo. Mon père a un club à Montauban et je faisais du judo et Laetitia faisait du judo. Et on s'est rencontrés sur les mêmes tapis de judo et on allait faire les mêmes compétitions à l'autre bout de la France, voire au-delà. Japon, Montréal, etc. Et Laetitia était très forte en judo, enfin elle est encore, mais elle était très forte, elle était en équipe de France. Et moi, ce que j'admire chez Laetitia, et ce que j'admirais, c'était vraiment la rage, mais dans le bon sens du terme, comme ce qu'a expliqué ce matin Fabien Pelouse. La rage avec la détermination qu'elle avait en montant sur un tapis. Et vraiment, pas dans le but, c'est un sport de combat, le judo, mais pas dans le but de battre l'autre, mais elle, de donner tout ce qu'elle avait. Et ça m'a toujours impressionné, moi j'ai toujours admiré Laetitia pour ça. Et elle a su le transformer après sa carrière sportive dans le monde des pompiers, où elle est montée, où elle a su s'imposer, et s'imposer comme au judo, c'est-à-dire avec efficacité, mais dans un monde, dans un contexte qui est quand même hostile pour rejoindre l'ouverture de ce matin de la judo. Et aujourd'hui, Laetitia, elle est lieutenante, c'est-à-dire qu'elle est chef, je mets des guillemets, mais on va en discuter après, elle est chef d'une garde, c'est-à-dire de 15 à 25 pompiers pendant 24 heures. Donc c'est elle qui gère soit en opération, pendant les opérations on vous explique un petit peu tout ça, soit la caserne, qui gère tout, c'est elle la chef. Voilà. Ça va? Ouais. Donc Benjamin, il a mis barre haute, difficile de faire une présentation, surtout pour une première aussi bonne. Alors je vais essayer d'être pas très terre à terre. Moi j'ai rencontré Benjamin effectivement sur un tapis de judo qui sentait une odeur particulière, celle des pieds. Et c'est son père qui nous a entraînés et donc il nous a transmis toutes ces valeurs qui sont celles notamment du courage en fait. Et ce que j'admire chez Benjamin, c'est ça, c'est sa capacité à toujours mener les projets au bout. Donc finalement, difficile de faire toute une biographie parce que finalement je n'ai pas tout suivi. Parce qu'il avance, il évolue et c'est toujours fabuleux parce qu'on se retrouve toujours sur les mêmes valeurs. Voilà, on se retrouve ici suite à un coup de fil parce qu'on prend des nouvelles régulièrement au fil des ans. Et donc c'est un vrai plaisir de voir que finalement de l'informatique, il bascule sur le coaching.
il diversifie ses activités sportives en passant de la course à pied puis au vélo. Voilà, donc finalement on se rejoint toujours à travers des activités différentes mais des valeurs similaires. Donc voilà. Ok, merci. Donc en mode interview, je vais te poser la première question parce que je pense qu'on est tous à peu près au même niveau en termes de pompiers. C'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à la caserne et qu'il y a la sonnerie qui sonne? Tu peux nous raconter une tranche de vie là, de pompiers? Quand la sonnerie, donc à la caserne, en fait, ça sonne. On entend un gros bip qui dit départ VSAV ou départ fourgon. Départ VSAV, c'est l'ambulance. Et selon le moment où ça sonne, c'est une tranche de vie différente parce que quand ça sonne la journée, ça sonne donc à la sono. La nuit, ça sonne sur nos bips. Donc, difficile de résumer ça assez rapidement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une émotion qui est associée. Il va se passer une tranche de vie ensemble, plus ou moins différentes. Voilà, les journées elles sont très rythmées pour essayer de donner un cadre face à toute cette incertitude qu'on rencontre finalement. Ouais, donc du coup, en fait, quand ça sonne et que vous savez le camion, enfin le fourgon ou le VSAV, etc., mais vous connaissez le type de véhicule que vous prenez, mais en fait, vous ne savez pas où vous allez, vous savez pas sur quelle intervention vous allez, comment vous récupérez l'information, à quel moment vous savez qu'est-ce qui se passe, où est-ce que est-ce qu'il y a des gens en danger, etc., comment ça se passe? Alors rapidement, en fait, on a des infos globales. Mais il faut toujours être prudent face à ça parce qu'elles sont globales et quand on n'est pas arrivé sur les lieux, on ne sait jamais finalement ce qui se passe. Donc en gros sur le bip, il y a marqué la gravité de la chose, un petit peu la thématique. Est-ce que c'est du secours à personne? Est-ce que c'est de l'incendie? Et forcément, ça nous donne quelques indications. Puis on a un billet, un papier qui arrive avec quelques indications, l'adresse, un petit peu l'âge des personnes, toutes les indications qui ont pu être recueillies au centre où vous avez appelé au 18, voilà, ou au 112. Ok. Et du coup, quand vous arrivez sur place, j'imagine que c'est là où vous prenez le contexte en compte. Et en fait, moi j'imagine que ça doit être extrêmement compliqué parce que tu dois à la fois être dans l'urgence d'agir et à la fois prendre le maximum d'éléments du contexte pour pouvoir agir au mieux. Comment tu gères ce côté paradoxe où il faut que j'aille vite et à la fois il faut que j'aille pas trop vite pour prendre les informations? C'est ça, il y a différents moments en fait, selon l'urgence. Il y a des réactions immédiates qui vont être immédiates parce qu'il y a vraiment la sécurité qui est en jeu, ou après des actions plus réfléchies. Et c'est pour ça qu'on est assez organisé avec un responsable par engin et un responsable pour plusieurs engins, et ça se décline ainsi de suite en fonction de la taille de l'intervention. D'accord, ok. Est-ce que vous avez différents rôles quand vous arrivez où tous les pompiers, tous les équipiers qui sont avec toi peuvent faire un petit peu tout ce qu'il y a à faire, où vous avez vraiment des rôles, il y en a un qui va chercher les infos, qui sort le matériel, etc. Comment ça marche ça? Alors à la base, on a vraiment des rôles, vraiment des rôles, des règlements bien définis. Et puis il y a le terrain, la vraie vie en fait. Donc des fois, on est surtout obligé de s'adapter. Donc les vrais rôles nous rassurent, parce que malgré nos uniformes de super héros, on n'est que des humains. Donc ça nous rassure, ça nous cadre, mais derrière on sait qu'on peut naviguer dans le cadre et même des fois faire quelques entorses. Donc en gros, on a un chef qui prend un peu plus de recul, qui va faire des reconnaissances, regarder comment ça se passe, prendre du recul, et les autres qui vont agir sur les réactions immédiates nécessaires. Ok, je vois. Donc je vais prendre de temps en temps, je vais prendre un petit temps, puis je vais essayer de retraduire moi ce que je peux imaginer dans nos entreprises, nous qu'on connaît dans le monde informatique, dans le monde agile, etc. En fait, quand on démarre un projet, on a parfois, la plupart du temps, la chance d'avoir le temps de se poser, de mettre en place une organisation, d'aller récupérer des infos, et puis des fois on est dans l'urgence. Et des fois quand on est dans l'urgence, en fait, il faut effectivement, on est face à ce paradoxe, face à ce dilemme de si je vais trop vite, je risque à me cramer, mais à aller faire des choses qui ne vont pas être utiles et qui ne vont pas apporter de la valeur. Et à contrario, si je prends trop de temps pour réfléchir, mettre en place une organisation, etc., je peux faire la métaphore, le parallèle qu'on utilise souvent, c'est la maison en train de brûler, elle va brûler d'autant plus, donc il faut aller vite, parce qu'il peut y avoir un concurrent qui va mettre sur le marché un produit similaire à nous, etc., etc. Donc il y a toujours ce paradoxe, je peux le retrouver là avec des temps beaucoup plus courts bien sûr, parce que nous en produit informatique c'est beaucoup plus lent,
sur comment on gère le temps au démarrage. Est-ce qu'on prend le temps d'aller chercher des infos et de bien faire les choses, ou est-ce qu'on cherche à aller plus vite? Voilà. Donc, ok, je vois le parallèle. Je reviens sur les rôles, ça m'interpelle un petit peu. Ça veut dire que tu me dis, on a des rôles, mais quand on arrive, en fait, le terrain, j'ai envie de le dire, il a toujours raison, c'est ça? Et on pourrait dire ça, en fait, finalement. Nous, on a quelqu'un qui s'appelle le COS, le commandant des opérations de secours. C'est le responsable, en fait. Mais au final, on dit qu'il y a un chef, c'est le COS. Mais finalement, le COS, c'est aussi le terrain. Mais il faut savoir naviguer avec. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au produit, moi, ce que j'en pense, c'est que nous aussi, malgré l'impression qu'on a à savoir qu'on est toujours dans l'urgence, on n'est pas toujours dans l'urgence. Et on est souvent, justement, dans des phases où on a du temps, des phases de réflexion, notamment celles où on s'entraîne, on se prépare. Et donc, ça signifie qu'il est important d'avoir cette remise en question nécessaire pour évoluer quand il faut être dans l'urgence. D'accord, ok. Ouais. Ok, je vois. Une autre question, je passe sur autre chose. Quand vous arrivez à l'intervention, je ne sais pas comment l'appeler, il y a le demandeur, celui qui a appelé, le 18 ou 112, qu'on pourrait assimiler nous à notre utilisateur. Lui, il est forcément, et d'autant plus avec toi, sa maison est en train de brûler, donc il veut absolument que vous alliez vite et que vous soyez le maximum de monde, comme nous. Et vous appelle, il veut le produit le plus rapidement possible avec le maximum de fonctionnalités. Comment vous gérez, vous arrivez, vous connaissez votre métier, vous savez ce qu'il y a à faire, mais ces gens-là, cet utilisateur, non, je ne vais pas l'appeler, ce demandeur, qu'est-ce que vous allez chercher comme info auprès de lui et qu'est-ce que vous lui donnez comme information et comment vous l'informez? Alors déjà, ça va dépendre vraiment de l'intervention, mais forcément sur comment on le gère, ça va être vraiment dépendant de chacun finalement, j'ai envie de dire, et de la situation. Pour le petit exemple qu'on avait un petit peu évoqué, c'est que souvent quand nous on arrive à l'intervention et que forcément c'est moi le chef, ça fait bizarre. Donc l'utilisateur, voilà, en l'occurrence le requérant, il est souvent dans une phase d'effet tunnel. Donc il est complètement omnibulé par ce qui lui paraît essentiel. Et c'est normal, il a l'émotion. Donc moi en tout cas, comment je gère, c'est que j'essaie de le canaliser sur ce qui va le rassurer pour pouvoir utiliser ses compétences et pour pouvoir nous que ce soit aidant. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les utilisateurs, le requérant, nous aident vraiment en fait, dans l'intervention. Ou alors il peut être justement gênant. Tu aurais une petite, justement, deux anecdotes, vraiment nous détailler une tranche de vie là, où justement ils vous aident, ou de l'autre côté, quelqu'un qui aurait pu être, enfin je sais pas, tu aurais des choses concrètes à nous raconter, là, des histoires qui sont passées? Donc on partait, c'était la nuit, donc je ne sais plus quelle heure la nuit, en fait on part pour un gros feu de maison en fait, dans un secteur isolé où on sait que des gens vont avoir des difficultés sur les moyens en eau. Donc il y a quand même une petite pression et d'excitation, parce qu'il faut savoir que quand même, forcément, quand on a choisi d'être pompier, c'est souvent pour aider. Et donc notre organisation fait que moi je suis responsable de 2 à 4 engins, et donc il y a un chef dans chaque engin, donc chacun sait ce qu'il a à faire pour se répartir les rôles, et moi je coordonne tout ça. Donc là on arrive, au vu du plan, de ce qu'on a pu voir, où est-ce qu'on allait, comment on allait s'organiser, on décide en fait que je vais arriver juste derrière, et donc mon collègue arrive avec son camion et son eau en fait avant, et il se fait sauter dessus par le requérant, parce qu'il y a des flammes partout effectivement, il y a toute sa nuit qui est en train de partir en fumée, c'est assez terrible en fait. Et là donc nous on a des choses à faire pour être efficace, s'organiser, etc. Et là mon rôle moi, du coup dans ce cas-là, c'est d'essayer de récupérer la personne pour pouvoir prendre des informations sur ce qui va être le plus important à sauver. Et donc mon collègue me dit mais débrouille-toi parce que moi je ne peux rien faire avec lui à côté. Et donc là je vais récupérer en lui disant monsieur, monsieur c'est moi le responsable d'intervention, venez avec moi. Non mais moi je veux voir le responsable. Je veux voir le responsable. Bon écoutez par contre, donc là j'ai bien compris en fait que j'étais face à un mur, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas entendre que j'étais la responsable d'intervention et que ça l'inquiétait parce que lui ce qu'il voulait c'était sauver sa maison. Sauf qu'il n'était pas en capacité de faire ce qu'il fallait, forcément il n'avait pas le recul nécessaire. Donc là j'ai trouvé l'idée de lui dire écoutez, moi j'ai absolument besoin de vous, voilà, il me faut les plans de la maison. Donc je savais qu'il n'était pas forcément en mesure de me les donner, mais par contre en fait déjà il n'allait plus embêter mon collègue.
Et que peut-être même il allait me donner des idées, parce que je ne savais pas finalement comment était organisée sa maison. Donc il a cherché un petit moment, je lui ai donné un stylo, un papier, je lui ai dit dessinez-moi votre maison. Et de temps en temps, je revenais le voir en disant ah, rajoutez ça, rajoutez ça. Et du coup, c'était assez fabuleux parce que finalement, il m'a aidé, il nous a laissé tranquille et on a pu travailler. Et ce qui était exceptionnel, c'est qu'il était très agréable avec moi, évidemment, mais ça, on ne tient pas compte parce qu'on sait dans quelles difficultés il se retrouve. Et en fait, a posteriori de l'intervention, finalement, il est venu s'excuser et nous remercier pour le travail effectué. Donc ça, c'était une tranche de vie assez exceptionnelle, où à un moment donné, dans la persévérance dont décrivait Benjamin, il est important d'avoir une certaine forme de repère pour pouvoir s'y attacher quand on est bousculé. Parce que forcément, là on parle d'intervention, qui peut paraître exceptionnelle, mais ça peut être la même chose dans la vie en fait, courante, quand on est bousculé, essayer de garder le cap et ses valeurs. Ouais, ok. Du coup, moi je fais le lien dans l'entreprise avec l'agilité, effectivement. Quand on construit un produit, c'est hyper important pour nous d'aller chercher du feedback. Alors, bon, ok, cette image, on peut l'utiliser aussi, ne pas être dérangé par l'utilisateur qui nous harcèle et qui veut absolument telle fonctionnalité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que, ok, dessine-moi le plan de ta maison, mais tu vas régulièrement chercher de l'information dans ce qu'il est en train de faire et tu t'en sers. Et j'imagine aussi dans cette situation ou dans d'autres situations, peut-être qu'en vous voyant travailler d'une manière efficace, peut-être ça le calme aussi, et peut-être qu'il commence à devenir beaucoup plus coopératif pour vous, dans le sens utile et une vraie coopération qui se met en place, c'est ça, Mathis? Ouais, c'est exactement ça en fait. Et en fait, la chance que personnellement j'ai, c'est de le vivre en intervention. Ça m'aide dans le sport, dans la vraie vie, parce qu'en fait, cette situation peut paraître complètement déconnectée, mais c'est ce qui se passe finalement tous les jours. C'est qu'à un moment donné, si on a la conviction qu'on est sûr, même si on est le seul, on est peut-être juste le premier en fait. Et c'est vrai que j'ai cette chance-là de le vivre en opération, où là on n'a pas le choix, on se sort de cette zone de confort, parce qu'il faut y aller en fait. Et ça, c'est vrai que c'est fabuleux. Ok, cool. Merci. Donc on a abordé un premier sujet qui est intéressant, c'était en quoi, qu'est-ce que ça vient faire finalement l'agilité, les pompiers, quel lien on peut avoir. On voit qu'il y a pas mal de choses, vous êtes quand même sur une temporalité beaucoup plus courte, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre nos projets et ce que tu peux vivre sur une opération. Nous sur l'agilité, on a une grosse, une des bases très fortes de l'agilité, c'est l'esprit d'équipe, la dynamique d'équipe, l'auto-organisation, etc. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de liens à faire. Comment quand vous arrivez à l'intervention avec le camion, comment chaque gars, chaque équipier, ou chaque fille, pardon, excusez-moi, comment chaque équipier, chaque collaborateur sait ce qu'il y a à faire, comment ils peuvent prendre des initiatives, comment ils peuvent éviter de faire deux fois la même chose, ou au contraire éviter d'oublier une chose hyper importante. Comment ça se synchronise entre vous là? Alors, on a des procédures en fait de base que l'on apprend, que l'on répète, qui sont la base. Et l'ancienneté, le rapport de génération, l'expérience des uns et des autres vient se compléter. Donc ça s'organise de cette manière-là. Je voulais rebondir sur... Non, ça ne va pas. Bon, ok, ça reviendra. Du coup, ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est la prise d'initiative. Tu me dis, avec l'expérience, avec les procédures ou les rôles que vous avez mis en place, etc., vous savez, vous avez des choses qui sont rodées, comme nous, avec une équipe qui est en train de se mettre en place dans un projet informatique, ou un projet agile. Il y a des rôles prédéfinis et puis surtout de l'automatisation de plein d'outils, de plein de procédures pour aller de plus en plus vite, être de plus en plus efficace. Il n'empêche que je reviens sur cette prise d'initiative. Une prise d'initiative, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a suffisamment confiance dans le système. Nous, c'est l'équipe agile. Vous, c'est les équipiers. Pour faire quelque chose qui n'est pas prévu et qui répond à quelque chose, à une incertitude qui arrive à un moment donné, quelque chose qui arrive, un événement qui arrive à un moment donné. Comment ça se gère ces prises d'initiative? Est-ce qu'il faut que vous contrôliez tout ce qui se passe pour que tout le monde soit au courant et pour éviter de faire des bêtises, ou au contraire vous essayez de favoriser ces prises d'initiative?
Alors on évolue sur ça en fait, au gré finalement de l'évolution clairement de la société. Donc de plus en plus effectivement, on remet au goût du jour la prise d'initiative puisqu'on est historiquement un peu d'origine militarisée, je dirais. Donc effectivement, la prise d'initiative était jusqu'à présent limitée. Or, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout maîtriser et que souvent la prise d'initiative est nécessaire. Donc pour ça, ce qui est important, c'est la communication, qui revient toujours, c'est-à-dire ce que nous on appelle chez nous le rendre compte. Informer ses collaborateurs, informer ses supérieurs et ses subalternes de l'initiative qui a été prise. Par moment, en fait, on n'a pas le temps, donc on va prendre des initiatives. Après coup, on en discutera pour voir si c'était le plus judicieux. Et surtout, si l'initiative n'était pas bonne, on va la corriger. Du moins, on va essayer de la corriger. Ok, et du coup, là, il y a deux choses qui m'interpellent et qui m'intéressent. C'est comment vous communiquez en opération pour aller très très vite et donner la bonne information aux bonnes personnes. On a beaucoup d'acronymes. On essaie d'être le plus synthétique possible et de travailler sur des choses basiques. Parce que, effectivement, avec le flot d'informations, et notre métier qui est finalement très diversifié, on ne peut pas être bon partout. Donc on essaye aussi de s'appuyer sur l'expérience personnelle des uns et des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une formation de base, mais la réalité sur le terrain, c'est que l'expérience des uns et des autres, on s'y appuie dessus. Je veux dire, moi, je n'ai pas de formation de charpentier. Souvent, on traite les charpentes. J'ai des connaissances en fait sur les flux des fumées, mais souvent, si c'est spécifique, je vais trouver dans mes collaborateurs quelqu'un qui va forcément m'aider. Donc ça s'appelle l'appel à un ami en fait. Ok, ouais, c'est intéressant. Collaborateur en opération ou même ailleurs? Ouais, ailleurs en fait, parce que quand vous appelez une plateforme, c'est d'être 4 jours sur 24, 7 jours sur 7, on a une veille où il y a quelqu'un au bout du fil qui a tous les numéros de téléphone, un petit peu. Alors ça marche plus ou moins bien des fois, mais ou alors nous on a sa playlist et voilà, là j'ai créé un petit doute, t'en penses quoi toi? Voilà, on fonctionne comme ça. Okay. Enfin, le jeu fonctionne comme ça particulièrement, on essaie de développer ça. Ok. Donc pour faire le parallèle, encore une fois, nous, en équipe, effectivement, on est focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Pendant une itération, on est en train de développer quelque chose. Et il y a ce côté communautaire, moi, qui m'intéresse, c'est, ouais, on n'est pas, comment dire, on n'est pas parfait. Je dis en gros mot, on n'est pas parfait. On peut aller chercher des bonnes informations, auprès d'experts par ailleurs. Donc il y a ce côté communautaire là, qui est vachement intéressant. Alors tu dis, toi tu le fais, mais les autres le font aussi ou? Alors, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Je dis moi je le fais parce que j'ai toujours eu peut-être cette fibre de compétition, celle que tu parlais, de la positive, où on se dépasse soi-même. Et je considère qu'en fait on est plus fort à plusieurs et qu'on ne peut pas tout connaître. Donc je le fais pas mal. C'est pas forcément évident chez nous parce qu'en fait on porte un uniforme de super-héros. Donc on doit savoir beaucoup de choses et c'est ancré. On essaye de le faire évoluer parce qu'avec les nouvelles générations, les choses bougent. Les anciennes générations sont aussi enclins à s'appuyer sur ces nouvelles technologies. Donc on essaie de le développer. Et je m'y attelle. Mais il faut trouver un équilibre pour ne pas y aller trop fort parce que sinon l'image en est altérée. Il est important, quand on est chef, en fait, d'avoir un minimum de forme dans les choses. Parce que sinon, après, ça rend des difficultés sur notre domaine. Donc il faut toujours jongler, c'est un équilibre. Ok. C'est intéressant, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, là, quand le requérant, c'est le mot que tu utilisais, le vocabulaire, quand le requérant ne te croit pas que tu es la chef de l'intervention. Justement, là, tu es en train de parler, alors tu parles du choc de génération, on va parler d'un autre choc, celui de homme-femme. Comment tu arrives à fonctionner, comment tu arrives à être chef, femme chef d'une garde de 15 à 25 pompiers, j'imagine parfois assez viril, voire misogyne peut-être, je ne sais pas, mais comment ça se passe, comment tu le vis toi? Personnellement, je travaille petit à petit en fait, comme un défi régulier, quotidien, qui m'anime en fait. Donc, petit à petit, en fait, personnellement, j'essaie de me décentrer de la chose quand il y a certains blocages en fait, comme c'était le cas du fameux récurrent. Je me dis, mais pourquoi en fait il pense que je ne suis pas chef? C'est son image lui en fait, parce qu'un chef, il était plus barbu, plus solide.
Voilà. Et donc, quand moi je rencontre des difficultés en tant que chef, parce qu'en fait, je représente quelque chose qui peut être déstabilisant, j'essaie de me décentrer et de me dire comment faire pour contourner ça et aller là où ça me permettra d'amener du monde. Voilà comment j'agis. Je me pose des questions le soir au bureau, des fois, de comment faire face à ça. Ok, et du coup, avec des collaborateurs ou des équipiers, je ne sais pas comment on dit, comment ça se passe? On va parler des requérants tout à l'heure, mais avec tes collaborateurs, est-ce que tu sens comment dire, une exigence différente, supplémentaire, particulière par rapport à toi, une défiance, pourquoi pas? Ça va dépendre des personnes, en fait, ça va dépendre du contexte et du phénomène de groupe, en fait, tout simplement. Forcément, en fait, l'exigence, elle n'est pas forcément de leur fait, elle est souvent de mon fait, parce que forcément, quand on est un peu plus unique, on est plus exposé, et quand on est plus exposé, forcément, ça laisse place à plus de discussions et les choses ont plus de poids. Donc ça, c'est une réalité. Je travaille dessus, j'essaie de faire avancer les choses. En cette matière-là, en fait. Ok. Ça m'intéresse, tu dis faire avancer les choses. J'imagine qu'en opération, ça doit être très... vous êtes à l'urgence. Par contre, quand vous êtes à la caserne, quand vous débriefez, est-ce que toi, tu as un mode de fonctionnement, je sais pas, un management, on peut dire, différent quand tu es en opération et quand tu es à la caserne? Comment ça se passe? Oui, c'était ça, le petit blanc, j'avais dit tout à l'heure, en fait, c'était une petite précision importante, c'est que nous, en fait, on vit 24 heures ensemble. Donc forcément, quand on vit 24 heures avec jamais, c'est qu'il y a forcément de la promiscuité. Même si on est chef, ça peut créer de la proximité qui peut rendre le management difficile. Alors, on a une chose qui est importante, c'est qu'on considère en fait que quand on est en caserne, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, le repas, le partage, les tâches quotidiennes que nous devons vivre ensemble, la formation, là on est dans une forme de management en fait. Et il est communément accepté que dans l'intervention on est plus sous une forme de commandement, où en fait on est plus dans quelque chose de plus directif. Ça se passe pas toujours comme ça, parce que selon l'expérience que l'on peut avoir, c'est plus ou moins accepté. Donc il faut arriver à jongler avec ça. Pour la petite anecdote, je me suis retrouvée sur différentes opérations où j'avais un agent en fait, qui était juste en dessous de moi, le chef du fourgon, qui n'était pas forcément apprécié par ses collaborateurs, mais qui par contre me défiait en permanence. C'est-à-dire qu'il faisait exprès, clairement, d'être léger sur la sécurité. Et c'était vraiment un vrai dilemme parce qu'en fait, l'image qui me collait et qu'on aimait bien me coller, c'était le fait que j'avais peur sur l'intervention et que du coup je m'accrochais au règlement en permanence. Donc exiger qu'il respecte la sécurité, c'était finalement alimenter cette image qui me collait. Et qui peut être gênante parce que du coup, quand vos hommes ont peur, en fait, ils ne s'engagent pas. Et des fois, il faut s'engager. Toujours est-il que du coup, là, je me suis appuyée sur le règlement et clairement, quand il y a eu une grosse faute de sécurité, je l'ai prévenu en fait en lui disant que la prochaine fois, en fait, je serais dans l'obligation de faire remonter les choses, les faits. Il a clairement dit essayer de négocier, etc. Et ça s'est reproduit. Et la fois où ça s'est reproduit, en fait, là, il a été bien plus véhément, en fait, en rentrant à la caserne, il vociférait, etc., que ça n'allait pas se passer comme ça, qu'on allait venir à plusieurs dans mon bureau, etc. Et à ce moment-là, j'ai dit qu'on se verrait à distance. Donc là, j'ai réussi à remettre de la distance. Et j'ai rendu compte, en fait, à mon supérieur des faits, mais de manière écrite, en fait. Parce que je le faisais de manière orale. Son comportement était connu, finalement. Mais quand les choses ne sont pas écrites, parfois, en fait, elles n'évoluent pas. Et je l'ai formalisé, les faits, etc. Et quand je le relis quelques années après, c'est assez drôle quand même, parce que le temps a passé. Et de ce jour-là, tout s'est arrêté. Donc des fois, les choses tiennent à simplement arriver à négocier des virages au bon moment, en fait. Ok, oui, temporalité, bon tempo. Je reviens sur ce que tu me disais, là, tu parles de commandement en opération, donc là tu commandes, tu donnes des ordres, et de management à la caserne, alors là tu me racontes un cas effectivement où je sais pas comment on peut dire, où tu recadres un collaborateur. Comment ça se passe le management, enfin, comment vous arrivez à faire la dissociation entre, toi tu arrives à faire la dissociation entre opération, commandement en opération et management à la caserne? Bien, quand j'ai des doutes, j'essaye de me recentrer sur les objectifs en fait. Quel est l'objectif de mon action?
et ça me permet de m'aider en fait. Je vais parfois même utiliser du commandement finalement en caserne, si à un moment donné c'est urgent, s'il y a quelque chose à faire de plus fort, je dirais. Donc ce qui me guide sur ça, c'est vraiment parfois le fameux règlement en fait. Qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas droit, et à quel moment on dépasse la limite. Est-ce que ce dépassement de limite est nécessaire et va être à long terme plus efficace ou non? Ce qui me guide, c'est ça, c'est l'objectif à long terme pour ma part. Ok, ce règlement, il est établi, c'est quoi? C'est un règlement national des pompiers, c'est de la caserne, c'est de votre garde à vous? Ah, parce qu'il y en a plein. Okay, mais grosso modo, il y en a un qui est départemental, des choses toutes simples, hein, à quelle heure on travaille, à quelle heure on mange, des choses toutes bêtes en fait. Hein. Voilà, si on doit manger, si le samedi matin on doit faire du nettoyage ou pas, ça me permet d'avoir des éléments pour exiger d'autres choses en fait. Tout est une histoire finalement de négociation, on passe son temps à négocier. Ouais, ok. Et du coup, alors là, on parlait, on était très centré sur la garde, etc. L'institution pompier nationale, etc., ou régionale, ou départementale, comment toi, en fait, quel lien tu fais? J'imagine que tu dois faire le lien entre ce qui se passe en garde et en opération, enfin, en caserne, en opération pendant la garde, et remonter des informations. Comment vous faites évoluer cette institution? Tu disais tout à l'heure, le monde bouge vite. On fait ce qu'on appelle des partages d'expérience, on appelle ça des PEX, on adore les acronymes. Donc on fait des partages d'expérience, en fait, on essaie de les mettre en place au niveau des casernes, mais ils ont lieu déjà au niveau départemental. En fait, on a un bureau qui récupère quand on a eu des soucis sur intervention, des difficultés. On les traite a posteriori, on essaye de prendre des éléments techniques que l'on n'avait pas sur le moment, voir comment en fait, on peut les améliorer. Et de plus en plus, on arrive à les partager nationalement, parce qu'effectivement, on est départementalisé. Donc en fait, on oscille entre l'envie d'aller mieux, mais conserver notre image de perfection. Ah ok, ouais. Et ouais, donc on partage de plus en plus, mais c'est pas évident de partager le fait que ce soit raté, parce que la réalité, c'est que parfois on peut se rater par manque de connaissances, pour des raisons de différents ordres. Donc de plus en plus, on développe ça. Ok. On arrive un petit peu au mauvais, c'est bon, t'as vu. On va se garder quelques minutes de questions, mais j'ai quand même, et ça fait lien avec ce que tu viens de dire à l'instant, on parle beaucoup, nous, dans les entreprises, de l'agilité, du droit à l'erreur, de on n'est pas parfait, de on peut se tromper. Oui, mais nous, on développe des produits informatiques. Toi, quand tu as une maison qui brûle avec des gens qui sont dans la maison, enfin, excuse-moi, tu n'as pas le droit de te tromper. Comment tu gères ça? Effectivement, on peut dire qu'on n'a pas le droit de se tromper, sauf qu'on est humain, ça c'est la réalité. Donc on essaye de faire le au mieux. Sinon, en fait, on ne peut pas durer. Ce qui nous permet de durer, c'est de se dire qu'effectivement, on peut parfois se tromper. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas se tromper. Mais ça peut arriver, en fait. Ok. Ouais. Okay. Merci, il nous reste une dizaine de minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est que cette interview, en fait, elle soit plus à deux, elle soit à tous. Si vous avez des questions à poser à Laetitia ou à moi, éventuellement, je pense que c'est plus intéressant, Laetitia. Alors, je vois, moi j'ai de la lumière plein les yeux. Si vous pouvez, Rudy ou Julie, je ne sais pas trop qui est, mettre un peu plus de lumière. Je vais même lever là-bas et je vais essayer de répéter la question en devant. Est-ce que des fois ça arrive de devoir faire jouer l'intelligence collective et comment vous organisez pour le faire? Complètement, en fait, je pense qu'en fait, ça devrait arriver régulièrement. Ça arrive de plus en plus, on l'a fait jouer souvent sur les aspects techniques, parce que c'est plus acceptable. Le technique, c'est quelque chose qu'on considère plus maîtrisé, dès qu'on va sur de l'humain, c'est toujours plus délicat en fait, parce qu'il y a des émotions qui rentrent en compte. Comment on arrive à le faire jouer? Tout simplement, en fait, avec le parcours des uns et des autres, quand on a un plombier parce qu'en fait, finalement, on fait tout, dans les sapeurs-pompiers. Quand on a un problème d'eau, si j'ai quelqu'un qui maîtrise bien toutes les conduites et la plomberie, je vais me tourner vers lui demander. Et on fonctionne comme ça en fait. Des fois, vous êtes face à des situations pour prendre une décision et elle n'est peut-être pas dans les règlements ou les années d'expérience qui permet des pompiers à réaliser dans toutes ces procédures. À ce moment-là, comment vous arrivez à trancher pour prendre une décision? Est-ce que vous avez
ça va être le bon sens qui va guider, et l'avantage d'être hiérarchisé, c'est que, moi, ce que je trouve important, c'est que chacun à sa place prenne sa responsabilité. Donc le chef de l'opération, c'est à lui à qui reviendra, quand on part en opération, en intervention, à lui à qui reviendra la responsabilité de prendre ces décisions. Et ce qui est important, c'est justement pour éviter que ça parte dans tous les sens, parce que c'est souvent ça la difficulté, que ça parte dans tous les sens, et que finalement, si la proposition soit de fait, c'est important pour le responsable de bien poser ça, c'est-à-dire bien poser, ok, je demande l'avis, je ne sais pas si je vais le suivre, ce sera accompagné de mon expérience, et c'est comme ça, en tout cas pour ma part, que je procède, en rappelant bien que la décision, je prends la responsabilité, je les assume, mais du coup, je m'appuie sur les autres connaissances, parce qu'en fait, je ne peux pas tout connaître, c'est impossible. Ça rejoint le concept de décentraliser les décisions quand elles sont faciles et qu'il n'y a pas trop de responsabilité, mais de recentraliser quand elles ont un impact fort sur les humains, peut-être. C'est ça. Des fois, en fait, on va pouvoir effectivement décentraliser, c'est vrai, sur des missions où on sait que la personne à qui on va confier cette responsabilité pourra la mener à bien, en fait. Comme le chef de véhicule qui est responsable de son véhicule. Exactement. Exactement. Chaque chef, en fait, plus on monte, plus on décentralise, c'est exactement ça au final. Parce que moi, je vais quand j'ai mes 4 engins, donner des objectifs à chaque engin. Je ne vais pas lui dire ce qu'il va devoir faire. Je vais lui demander l'objectif, là, on stoppe le feu à ce niveau-là, on se concentre on priorise ça ou ça. Parce que moi, j'ai une vision plus globale. Et au-dessus de moi, c'est encore plus global. D'autres questions? Oui, il y en a une là. En agilité, pour s'améliorer un stade des boucles d'amélioration continue, est-ce que ça existe chez vous en retour d'intervention? Ça c'est bien ou mal passé? Vous capitalisez sur ça? Comment vous intégrez ça dans votre façon de travailler si vous l'intégrez? Est-ce que vous partagez ça avec d'autres équipes? On le développe de plus en plus, et cette idée de la conférence précédente, c'est finalement le fait de certaines personnes qui sont sensibles à ça. Donc c'est quelque chose qui, au sein de la Haute-Garonne, est vraiment très développé ces 5-7 dernières années, où on met en place des débriefings. On travaille avec les psychologues pour, par moment, externaliser. Parce que forcément, quand nous-mêmes on est impliqués, ça peut être parfois difficile. Ça peut être intéressant, mais à la fois difficile. Donc en gros, on fait ces débriefings souvent en retour d'intervention, quand les choses se sont posées dans l'engin, c'est une ambiance particulière. On essaye de le tourner sous le ton parfois de la rigolade. Et puis, on essaye de plus en plus aussi de le mettre à distance. C'est des choses qui permettent de traiter les différents pans. Parce que jusqu'à présent, on faisait qu'un retour d'intervention autour du café. Et c'est pas forcément suffisant. C'est déjà une bonne avancée, puisqu'avant, on ne le traitait pas. Comme tu dis à distance, c'est quoi? À distance temporelle, quelques jours après, ou à distance physique? Plutôt temporelle en fait. Okay. Temporelle, moi je sais que j'aime bien des fois finalement y revenir dessus, mais de manière détournée, en refaisant une formation, en essayant de remettre quelque chose qui va être un peu décentré, pour justement pas rentrer au contact. Parce qu'en fait on est sensible. Ouais, et puis c'est chaud, c'est sur l'émotion, etc. Ouais. Okay. Denis, c'est bon ou tu... Okay. D'autres questions? Il y a une question là-bas. Une question, tout à l'heure, tu disais que les héros, les pompiers avaient une très grosse image de héros, mais est-ce que c'est encore vrai de nos jours? Parce que j'ai l'impression que pas mal de métiers historiques comme ça, qui étaient un peu perçus comme des héros, etc., finalement, on commence à subir des mauvais comportements du fait comme une société existante, pour pas se voiler la face. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que le pompier est toujours un héros? Voilà. C'est peut-être la vraie dichotomie, parce qu'effectivement, les sapeurs-pompiers se font agresser. Donc c'est là où c'est souvent difficile pour les sapeurs-pompiers, parce qu'ils oscillent entre héros où 95% de la population les aime, et à la fois, souvent, une des raisons pour lesquelles aussi on s'engage, la reconnaissance. Et le fait que derrière il y ait des agressions. Donc c'est ça aussi qui est difficile à gérer, je pense, pour les sapeurs-pompiers, d'où le fait d'une forme de protection, où il y a une hésitation à vouloir débriefer et livrer ses erreurs. Et c'est ce sur quoi moi j'aime travailler, parce que venant du milieu de la compète, en fait, si on a envie de progresser, on est obligé de se dévoiler, de se mettre à nu. Donc, moi c'est mon expérience. Donc c'est pour ça que je sensibilise à ça et je travaille énormément sur ça. Et par rapport aux agressions, c'est aussi des choses
de mettre à distance pour pas que ça envahisse trop le quotidien, parce que j'imagine que c'est pas... Pour l'instant, comme on est des grands techniciens, on est sur la technique de comment limiter effectivement ces agressions. On essaye d'aller sur le volet psychologique. Pourquoi je ne supporte pas ces agressions? Parce qu'on ressent au sein de la profession un mal-être de la part des sapeurs-pompiers, en fait, parce qu'il y a un décalage entre ce pourquoi ils sont rentrés et ce qu'ils font dans leur quotidien. Et donc moi, en tant que manager, j'y travaille sur ça, en fait. Je travaille sur ça, sur le fait que l'agression que l'on subit est souvent le fruit, en fait, de ce que l'on représente aux yeux de la population. Ce que l'on représente, c'est l'État, et ce que certaines personnes veulent manifester, c'est leur insatisfaction. J'essaye de travailler sur ça au quotidien. On essaye en équipe, mais ça prend du temps. Ouais. Il y a Nisrine qui a une question. Je veux savoir en fait comment est-ce qu'il y a une différence de gestion entre les pompiers qui sont volontaires et ceux qui sont Professionnels. Hein? Professionnels, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a une différence de gestion à quel niveau? Dans le management, dans les missions que vous allez avoir, peut-être dans les opérations. Disons qu'en fait, on fait les mêmes missions, en fait, on a des formations différentes et des contraintes différentes. Donc, moi je pense que le management il doit être forcément différencié, mais comme il doit l'être en fait selon au sein des sapeurs-pompiers professionnels. Donc, oui, il y a des choses différentes qui sont mises en place. Et oui, c'est pris en compte le maximum dans la mesure du possible, de manière à faire en sorte que tout ça cohabite au mieux, même si c'est délicat. Effectivement, ça ne doit pas être évident, pour faire le parallèle pour une équipe, en fait, c'est comme des personnes qui sont à mi-temps, en fait, dans l'équipe, qui ne sont pas tout le temps là, et donc des fois ça rend la gestion globale de l'équipe un peu plus compliquée. C'est des sujets brûlants en fait, qui peuvent être déroutants, mais qui aussi nous obligent à s'adapter en fait et finalement à être à l'écoute. Parce que forcément, on parle des choses, forcément on fait travailler des gens qui ont des objectifs complètement différents. Merci. Toute dernière question, tu en avais déjà posé cette fois-ci. C'est un moment qu'elle avait le milieu. Ouais. Je vois pas qui est au milieu là, ouais, vas-y. C'est un règlement devient obsolète. Est-ce que vous en prenez conscience et qu'est-ce que vous faites pour le faire évoluer? On en prend effectivement conscience. Des fois, il évolue très vite et des fois, c'est plus long, selon les membres administratifs, selon finalement les personnes. Parce que souvent, on se cache derrière l'administration, mais ce ne sont que encore des humains. Donc oui, on fait évoluer, mais c'est vraiment dépendant de la politique de qui dirige, clairement, quoi. Ça, c'est ma perception. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui vont super vite, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est obsolète, hop, on change. Et après, certaines fois, elles sont dépendantes du droit commun. Donc là, c'est beaucoup plus long quand on est dans les procédures de cet ordre-là. Merci, on est arrivé au bout, c'est ça, non? Oui. On est arrivé au bout. Merci Letty. Est-ce que tu peux un petit mot de voilà, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que de cette discussion-là, avec quoi tu repars? C'est quand même un plaisir en fait de pouvoir échanger avec le milieu de l'entreprise, parce que je pense qu'on veut souvent cloisonner. Or, on a beaucoup de choses à apprendre et échanger les uns des autres. Donc c'était un vrai plaisir de partager ce moment-là. Une chose qu'en une minute j'aimerais préciser, c'est que souvent en fait il est important de ne pas faire trop de plans, de garder ses valeurs et de ne pas faire trop de plans. Et c'est juste la parenthèse que je souhaiterais faire sur l'égalité femmes-hommes, parce qu'on n'a pas besoin d'aborder ce sujet-là et c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'y suis engagée depuis 3 ans dedans, mais par hasard au final. Et c'était quelque chose d'inimaginable auparavant, parce que la structure n'était pas prête, parce qu'on avait des questions en fait, d'égalité au sein de la profession. Les questions, vous êtes chef, vous êtes une femme, etc. Je suis une des premières femmes en fait, en caserne, chef de garde. Et en fait, finalement, on a développé plein de projets, parce que juste à ce moment-là, il y avait la volonté politique et des supérieurs hiérarchiques, d'un ou deux supérieurs hiérarchiques. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut croire à ces projets, ne jamais quitter ces valeurs. Ça se fait à un moment donné ou à un autre. Ok, super, merci.
heureux de clôturer cette première journée à Agiltor Toulouse. Et rendez-vous demain, pour ceux qui sont là demain. Merci beaucoup.